de 2 pour cette dernière semaine du 3e mois de l'an 2019. Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes mardi 26 mars et aujourd'hui, on parle droit. Aujourd'hui encore, comme tous les mardis, on s'attardera sur un cas pratique qui, ma foi, peut ressembler à des histoires déjà vécues. On essaiera de donner des orientations sur le sujet. En l'occurrence, erreur médicale, que dit la loi avec Maître Koné et qui au bien. Mais avant d'atteindre cette étape de la thématique, je suis en compagnie de Marco avec qui nous allons dérouler tout le conducteur en intégralité. Bonjour Marco. Absolument. Bonjour Alix, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Une pensée ce matin pour toutes ces populations qui nous regardent depuis Assini, à Bois-Cros, avec aussi une pensée pour tout ce peuple Peul qui rythme l'actualité ces derniers temps. Matin Bonheur, c'est le rendez-vous de toutes les sensibilités et surtout le rendez-vous de la pédagogie. Pédagogie avec tout ce qu'il faut savoir concernant les erreurs médicales. Il ne faut pas s'empresser d'accuser les médecins, les hôpitaux ou soi-même. En tout cas, c'est des choses à regarder à froid, même si nous sommes dans la douleur de la situation. À côté de ce pan très important de notre conducteur de cette émission réalisée par Christelle Akoussa, nous aurons bien sûr tous les autres fondamentaux du mardi, comme par exemple le passe-partout avec Nessie qui nous envoie du côté d'Abobo Doumé. Elle va rencontrer les pêcheurs et puis tout avec de bons parfums de poisson. J'espère qu'elle a prévu des choses pour nous dans sa besace. Mais il n'y a pas que du poisson, pas que le passe-partout, il y a d'autres choses aussi. Exactement, c'est clair. Il y a de l'assainissement autour de nous, la propreté avec Monsieur Daouda Dosso de l'ANAGED qui viendra nous parler des dépôts sauvages d'ordures ça et là. On va essayer en tout cas de nous donner de bons conseils à tous pour pouvoir maintenir notre cadre de vie sain. Et aujourd'hui aussi, mardi, on fait la part belle à nos voisins du côté du plateau, dans les matins d'Isaac. Absolument, les matins d'Isaac à quelques encablures d'ici, du côté du plateau, la commune très chère au maire Jacques Ewo, qui donc abrite à Radio Côte d'Ivoire Fréquence 2. Mais Fréquence 2 nous intéresse ce matin avec, bien sûr, nos amis des matins d'Isaac. Et puis, vous savez que la dernière fois, nous avons eu avec beaucoup de plaisir à recevoir le sieur Charbonnier qui nous a égrené son long lexique orthographique particulier en Noussi. Mais à côté de ça, à côté des matins d'Isaac, mesdames et messieurs, aujourd'hui, dans quelques instants seulement, on va faire du sport avec un seau d'eau. C'est tout un programme. Eh oui, il dit avec une petite pointe d'ironie, c'est pas un circuit, c'est clair. C'est toutefois du sport. À côté de ce sport, là, on va se plonger dans les nouvelles technologies. Avec e-digital, on recevra Madame Kadidiatou Niel. Elle est consultante et on saura pourquoi un dirigeant d'entreprise doit être présent sur les réseaux sociaux et qu'est-ce que cela comporte, dans quelles conditions. Les réseaux sociaux également, vous y trouverez à coup sûr tout ce qui constitue l'épine dorsale de cette émission, c'est-à-dire l'info, la pédagogie. Ah tiens, parlant d'info, il est là, mesdames et messieurs. C'est lui qui ouvre la salve des premiers éléments, premier reportage de cette émission du lundi au jeudi. Il s'appelle Régis Kofi. C'est toujours un plaisir de l'avoir. Bonjour Régis. Bonjour Marco. Est-ce que le monde se porte bien ou pas? Repense suspense. Repense dans quelques minutes. Mesdames et messieurs, bienvenue à Matin Bonheur, réalisation Christelle Akoussa. C'est parti pour le flash. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition. Le roi du Lesotho, Sa Majesté Letzi III, a été reçu hier soir en audience par le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. Le roi est venu participer à l'installation officielle du centre régional pour la lutte contre la faim et la malnutrition en Côte d'Ivoire. Suivez. Le grand honneur d'accueillir Sa Majesté, le roi du Lesotho, qui est en visite ici dans le cadre de l'inauguration du centre d'excellence. C'est un privilège pour nous, un grand honneur. Et je voudrais remercier Sa Majesté d'avoir fait le déplacement jusqu'en Côte d'Ivoire pour cet événement qui est important, pas seulement pour la Côte d'Ivoire et la région, mais pour tout le continent africain. Je voudrais exprimer toute ma gratitude au président de la République de Côte d'Ivoire pour l'invitation qu'il a bien voulu m'adresser afin que je puisse prendre part au lancement du centre d'excellence pour l'Afrique de l'Ouest et du centre pour la lutte contre la malnutrition et la faim. Ce centre sera évidemment un outil important, non seulement pour l'Afrique de l'Ouest, du centre, mais pour toute l'Afrique.
en matière de lutte contre la malnutrition et la faim. Je voudrais également exprimer ma gratitude au président pour toutes les facilités qui nous ont été accordées à moi-même et à ma délégation depuis notre arrivée en Côte d'Ivoire. Ce centre, bien évidemment, sera un outil important de recherche et d'études qui vont bénéficier à l'ensemble de l'Afrique. C'est hier que s'est ouvert à Kigali, au Rwanda, l'édition 2019 de l'Africa CEO Forum en présence du Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly. Un rendez-vous important pour le secteur privé qui vise l'intégration économique à travers la mise en place d'une zone de libre-échange économique. Herman Guivet. L'Africa CEO Forum 2019, 700 dirigeants d'entreprises, 4 chefs d'État, Paul Kagame du Rwanda, Félix Tshisekedi de la RDC, Sahle-Work Zewde de l'Éthiopie, Faure Gnassingbé du Togo et la Côte d'Ivoire, bien représentés par son Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly. Une quarantaine de ministres pour boucler la boucle et le nombre de participants aurait dépassé les 1500 annoncés. Il serait plus de 1800. Le sujet abordé est aussi grand que l'intérêt manifesté autour de l'événement. Pour Philippe Louérou, vice-président directeur général de la SFI, les efforts en faveur du libre-échange régional sont louables, mais les difficultés subsistent, les contrôles monétaires, les coûts de transfert élevés, les barrières non tarifaires et les tarifs commerciaux. L'intégration africaine, tant recherchée au travers de l'accord portant sur la mise en place de la zone libre-échange continentale, la ZLEC, ne peut se faire sans la mobilisation du secteur privé. Et pour Paul Kagame, le président rwandais, il n'y a plus une minute à perdre. Il est de notre responsabilité d'assurer que l'intégration s'approfondisse et en même temps s'accompagne de cette volonté d'aller de l'avant pour donner un meilleur avenir à nos enfants et à nos jeunes. Depuis sa création en 2012, le CEO Forum a permis de mettre en connexion plus de 5000 dirigeants. Le choix du Rwanda pour abriter cet événement n'est pas fortuit. Le pays permet de réunir toutes les communautés d'affaires francophones et anglophones. Les cours ont repris dans les lycées et collèges. Après les négociations entre le gouvernement ivoirien et les syndicats des enseignants, le mot d'ordre de grève a été suspendu. Regardez. Lundi 25 mars, 7h30, c'est la reprise des cours dans les lycées et collèges d'Abidjan, après une longue période de grève. Nous sommes au lycée moderne de Treichville. Enseignants et élèves sont bien à la tâche. Même ambiance studieuse au collège moderne du Plateau. Il faut rattraper le temps perdu. C'est dans un état d'esprit convivial, en toute responsabilité d'enseignants, que nous reprenons les cours. Comme vous pouvez le constater, tous les élèves sont sur place. Tous les enseignants aussi sont là. Moi, en tant que responsable syndical aussi, je suis à mon poste. Direction Agamé, au lycée Harris, le coup de sirène annonce la récréation. La proviseure supervise la reprise. Nous sommes heureux de retrouver tous les enseignants et les élèves. Dès 7 heures, les élèves étaient là. Nous avons monté le drapeau ce matin. Tous les enseignants sont allés en classe. Les cours ont débuté à la grande joie de tout le personnel. Les cours sont également effectifs au lycée moderne de Cocody. Les discussions entre les enseignants grévistes et le gouvernement ont permis de décrisper la situation de crise que traverse l'école ivoirienne. Le mot d'ordre de grève est levé. C'est un reportage de Pierre Dipomelin dans un commentaire de Serge Coléa. La police ivoirienne a réussi un beau coup de filet récemment à Noé. Elle a mis fin aux activités de 3 proxénètes, un homme d'origine camerounaise et 2 femmes nigérianes qui exploitaient sexuellement 11 jeunes nigérianes. Ces filles ont été transférées au centre d'accueil pour enfants en difficulté de Soubry. Voilà, c'est la fin de ce bref regard sur l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve tout à l'heure à 6h30. Donc, merci Régis. Eh bien, dis donc, ça fait froid dans le dos, cette information. Justement. Trafic. Félicitations à nos forces de l'ordre. Ah oui, ça, franchement. Beaucoup de filets au sens propre comme au sens figuré, parce que franchement, ça ne doit pas pulluler. Et puis, il y a beaucoup encore de poches de personnes de ce genre-là, de cet acabit-là, qui pullulent dans notre société. Merci Régis pour ces très bonnes informations. Oui, ça fait plaisir de voir les enfants à l'école, surtout c'est leur place là-bas à l'école.
et la place des professeurs aussi. En tout cas, on a pu remarquer leur joie. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne, ça fait plaisir. Ça, c'est clair. Pourvu que ça dure, on croise les doigts. Ah oui, on espère qu'on aura un donnement définitif sur cette question et puis l'école va bien se porter. Et comme quand on fait du sport. Mais voilà, pour bien se porter, il faut faire du sport, suivre avec beaucoup d'attention les exercices. Et le monsieur, il vous a déjà donné le thème, sinon le titre d'aujourd'hui, c'est des exercices avec un seau d'eau, pas de circuit, mais c'est pas plus mal. Bonjour chez vous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, sortez tous les seaux, on va travailler avec un seau aujourd'hui. Un seau, qu'est-ce que c'est qu'un seau? Un seau, c'est ça, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très utile dans les familles africaines. Je pense que plein de personnes, je pense que tout le monde connaît un seau. On l'utilise tout le temps en fait. Et je pense qu'on peut s'entraîner aussi avec. Je vais vous montrer ça aujourd'hui. Alors, on va faire que 2 exercices. J'aurai l'occasion de faire d'autres vidéos avec un seau pour vous montrer que c'est possible de s'entraîner, de transpirer avec ça. Donc 2 exercices aujourd'hui, un exercice cardio et un exercice pour les abdos. D'accord? Premier exercice, on va poser le seau, on va le mettre à l'envers, de sorte à ce que le bas soit retourné comme ceci. D'accord? On va faire jambe écart, coller les pieds juste derrière le seau, descendre en position de squat, toucher et se redresser. Donc c'est un squat et un jumping jacks combiné. On va pour 20 répétitions. 1, 2, on touche avec la main, on se redresse. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20 répétitions, 15, 16, 17, 18, 19, la dernière, parfait. On va retourner au tapis, toujours avec le seau retourné. On va se mettre en position de planche, on va faire le gainage. Donc un peu loin du seau, on tend les 2 jambes, on va toucher avec une main et alterner. 20 répétitions. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dernière, parfait. On reprend le circuit. Allez, on repart. Deuxième série. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, allez courage, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Parfait. On ramène notre seau devant nous. On retourne sur le tapis. On va se mettre en planche. Mouvement alterné, allez go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, allez courage encore, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20, parfait. Alors, session terminée avec notre petit saut. Des exercices que vous pouvez faire encore et encore et encore, qui vous seront très utiles à la maison. Je vous dis toujours que c'est très important de s'entraîner même avec rien. Ça ne coûte rien du tout. Vous pouvez utiliser tout ce que vous avez autour de vous pour vous entraîner. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là pour vous servir. Nous sommes là pour vous aider à bouger. Malgré le fait que vous n'ayez pas forcément accès à la salle, malgré le fait que vous n'ayez pas assez de temps pour aller à la salle. Notez ces exercices. Vous faites le temps dès que vous pourrez, autant de fois que possible. Tant que ça vous fait du bien, tant que ça vous permet de brûler des calories, c'est important en fait. Je vous souhaite du courage. Je vous souhaite de passer une belle journée et de prendre soin de vous. C'est le matin là et je pense que ça s'annonce bien. Au revoir et à très bientôt.
À vos sauts, mesdames et messieurs, prêts, partez. Oui, vous avez vu, on est tous en sport ici. Vous avez vu le mouvement de la caméra. Ne vous en faites pas, ce n'est pas une erreur. On s'est fait exprès pour montrer que le mouvement vraiment est continu. Voilà, tout va bien. Merci à Christelle Akoussa, à toutes ses équipes en haut et comme au sol comme en haut pour cette émission qui va continuer maintenant avec le moment très très important. Est-ce qu'on peut se faire un petit point route, monsieur Gaoussou? Est-ce qu'on peut se faire un point route? Si on n'a pas de point route, on va vraiment saluer toutes ces personnes qui se prénomment Larissa. On salue toutes les Larissa du monde entier. Généralement, les Larissa sont très très belles. Allez, point route et puis on continue cette émission tranquillement dans la sérénité. Sérénité, on espère sur nos voies ce mardi 26. Ah oui, pas trop de sérénité dans la visibilité, mais on va essayer quand même de percer cette caméra-là et puis voir ce qui se passe. En tout cas, il y a des véhicules qui circulent, il n'y a pas de complications majeures. Il ne pleut pas surtout. Voilà, et puis il y a une distance bien respectée entre chaque véhicule, donc ça se passe bien. Et puis on voit que la nagette a travaillé parce que c'est très propre là actuellement. Deuxième tronçon, certainement le Lagunaire ou le De Gaulle, je sais pas, De Gaulle. Allez, on est au garde à vous, comme chaque matin, très tôt, au De Gaulle, avec ce nuage très fin, tout au-dessus, qui n'augure pas de pluie, hein, c'est juste un lever de soleil, un matin très très beau qui se lève ici à Abidjan. Et vous êtes en direct sur Matin Bonheur. Merci donc de faire attention à tous les éléments de visibilité parce que la météo nous annonce des foyers pluvieux orageux ça et là sur les principales poches climatiques de notre pays. Il nous a manqué, hein, C'est avec beaucoup de plaisir qu'on le retrouve. Le sieur Akishi donc de l'ANAGED avec qui nous allons évoquer aujourd'hui les dépôts sauvages. Quelles conséquences sur l'environnement? C'est l'instant ANAGED. Allez, on y va directement avec lui. On passe par le jingle, mais ce qui est sûr, on est très heureux de l'avoir avec nous sur ce plateau. Ça, c'est clair. Bonjour. Alors, bonjour, monsieur Akishi. Bienvenue. Merci. Mais tout est resté là où vous avez laissé, hein, en tout cas. Bienvenue. Alors, on entend souvent parler de dépôts sauvages. De quoi s'agit-il exactement sur le terrain? Bon, évidemment, merci vraiment pour l'opportunité. Matin Bonheur est un canal privilégié pour la NAGED. Et vous avez les salutations de Madame le directeur général. Je voulais revenir pour dire que nous sommes en pré-saison des pluies, comme Marcelin vient de l'annoncer. Cette année, la pluviométrie sera très forte. Et donc, il est lieu de rappeler aux populations les bons gestes et surtout les bonnes manières. Aujourd'hui, on parle des dépôts sauvages, comme vous le voyez à l'écran. Un dépôt sauvage, qu'est-ce que c'est? En réalité, c'est un endroit non autorisé où des personnes décident de déverser les ordures à quelques endroits que ce soit. Là, c'est dans quel quartier, ça? On ne va pas citer les quartiers, comme je le dis d'habitude, voilà. Et là, le dépôt a été traité, comme vous le voyez à l'écran, par nos opérateurs qui ont traité le dépôt. Pour citer le quartier comme ça. Là, vous voyez à l'écran, ça c'est un dépôt sauvage. Un dépôt sauvage, ça veut dire que c'est un endroit qui n'est pas dédié, qui n'est pas homologué à recevoir les ordures. Et quand c'est comme ça, les opérateurs sont en train de traiter tous ces dépôts-là parce que, comme vous le savez, la saison des pluies approche à grands pas. Et dès qu'on finit de traiter cet endroit, on dispose de réceptacles pouvant recevoir les ordures. Donc nous sommes là, voilà, comme vous voyez à l'écran, nous sommes là pour demander à la population vraiment de nous saisir s'il en existe encore parce que depuis 4-5 mois, nous avons traité la grande majorité de ces dépôts sauvages qui pilulent l'agglomération abidjanaise depuis presque 50 ans. Allez, justement, pour rester dans le corollaire de ce que vous dites, il faut noter, Alix, l'opération du maire de Cocody qui a débuté hier. Ça, il faut signaler ça. C'était très, très, très bien de voir ça. On espère que ça va continuer. Monsieur le maire de Cocody qui est lui-même allé sur place pour vraiment dégager toute la voie qui va de l'hôtel à côté, là, dans le fond, en tout cas sur le latri, pour que Cocody est fier à lui. C'est déjà bon, avec le tintamarre, des woro à régler, tout ça, pour la pollution acoustique aussi. C'était bien à souligner. Mais attention, monsieur Akishi, quand on montre des images comme ça, on voit que vous avez traité, il ne faudrait pas que d'autres personnes pensent qu'on peut jeter ça partout et que vous allez venir traiter encore. Voilà, nous sommes là pour rappeler à la population, lorsque l'espace est traité, nous disposons de réceptacles, de coffres ou des bacs à ordures. Et donc, nous demandons à la population, dorénavant, de respecter le réceptacle que nous avons mis en place. Effectivement, vous parlez des maires. Je voulais profiter de saluer tous les maires. Oui, tous. Tous les maires de Koumassi, la commune, Cocody. partout. Il y a des activités de grande envergure qui sont menées actuellement pour rendre notre cadre de vie propre.
Et je crois que c'est à l'actif de ces maires, de ces nouveaux maires, avec une nouvelle mentalité. En fait, c'est leur travail, au fait. Il n'y a rien d'extraordinaire dedans. Ils font le relais, en tout cas. Mais il faut leur reconnaître ça. Ils auraient pu faire autre chose à lieu et place. Ils ont décidé de rendre Abidjan propre. Et donc, nous sommes très heureux de travailler avec ces nouveaux maires. Justement, en parlant de dépôts sauvages, il y a bien des auteurs. Alix, les auteurs, ce sont naturellement les ménages. Les ménages, les commerçants et puis certains industriels véreux qui attendent à des heures indues, voilà, pour aller déverser les ordures à des endroits qui ne sont pas dédiés parce qu'ils ne peuvent pas le faire dans la journée. Voilà, et donc aujourd'hui, nous sommes là pour demander à la population d'être un peu les gardiens de leur environnement. Vous pouvez nous saisir. Si vous observez qu'il y a des personnes à des heures indues qui viennent déverser les ordures, appelez-nous rapidement. Vous avez les contacts de l'ANAGED. L'ANAGED est facile à contacter. Vous le savez très bien, on a une page Facebook, ANAGED Côte d'Ivoire. Prenez l'image de l'engin qui est en train de déverser les ordures. Donnez-nous l'emplacement et rapidement la brigade de salubrité va faire l'effort de mettre hors d'état de nuit ces gens de personnes qui donnent un mauvais paysage à notre agglomération abidjanaise. Tout à l'heure, ma ravissante voisine Alix va donner tous les numéros sans exception avec sa très très belle voix et puis sa prononciation. Alors, que pouvons-nous dire des conséquences liées au dépôt sauvage pour être plus sérieux? Les conséquences, vous le savez, c'est d'abord la dégradation du paysage. Paysage, surtout, vous savez qu'Abidjan, c'est la porte d'entrée. Il n'est pas aujourd'hui normal qu'à l'orée de 2020, qu'il y ait des dépôts sauvages à Abidjan. Donc, nous demandons aux populations d'éviter, surtout de créer des dépôts sauvages. C'est tout ce que nous pouvons dire. Et il leur dit que lorsque Abidjan fait fier à lui, c'est pour le bonheur de tous les Ivoiriens et surtout pour les opérateurs économiques. Et toujours dans la même veine de résolution, est-ce que pour chaque district, il y a un endroit indiqué officiel dans chaque quartier où les populations devraient déverser leurs ordures? Effectivement, c'est ça qui fait la particularité de cette nouvelle politique de gestion des déchets en Côte d'Ivoire. Cette nouvelle politique de gestion des déchets qui a démarré depuis le mois de novembre a permis aux Ivoiriens de constater un peu partout aux abords des voies qu'il y a des réceptacles. Il y a des corbeilles, il y a des coffres pour recevoir les ordures venant des ménages. Donc aujourd'hui, il n'est plus question de retrouver des dépôts sauvages à Abidjan. Nous rappelons aussi à nos parents qui sont sur les flancs des collines d'éviter de jeter les ordures, vers les collines, parce qu'on peut toujours s'organiser pour aller récupérer les ordures qu'ils produisent. Donc aujourd'hui, on a de moins en moins de dépôts sauvages à Abidjan. Et donc, c'est à l'actif, de mettre à l'actif de nos opérateurs et surtout de Madame le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité via l'ANAGED, qui est l'autorité de régulation de la filière des déchets en Côte d'Ivoire. Alors, Monsieur Akichi, la saison des pluies qui s'annonce ne va pas vous faciliter la tâche. Quels sont les dispositifs que vous avez de façon technique pour essayer de pallier, de gérer tout ça en amont et en aval? Bon, on y pense régulièrement. Il y a des réunions qui se font régulièrement. On est en train de préparer. On prévient. Mieux vaut prévenir que de guérir, comme on le dit. Et donc, on revient sur les éco-gestes, bien emballer les ordures. La sensibilisation. C'est ça, nous sommes en train de faire la sensibilisation. Bien emballer les ordures, les mettre dans des coffres, dans des endroits dédiés à l'enlèvement, au groupage des ordures. Et surtout, respecter les horaires de sortie des ordures, de sorte à ce que, dès que l'engin de ramassage de collecte passe, il n'y a plus d'ordures. Et donc, même s'il pleut, l'eau ne peut que suivre son lit. Il n'y a pas de problème. En tout cas, c'est très important de bien emballer les ordures dans des contenants solides. Parce que s'il y a un trou, c'est clair que l'eau va passer. Il n'y a pas de trou. Vous observez avec nous aujourd'hui à Abidjan que vous n'avez plus l'eau de poubelle qui coule sur les voies. Il n'y a plus de lexivia sur les voies. Les odeurs ont changé de cap. Et donc, nous sommes dans la modernisation de l'aide des déchets. La gestion des déchets à Abidjan, en Côte d'Ivoire, a un nouveau visage. C'est à mettre à l'actif du gouvernement. Très bien. Merci infiniment, Monsieur Akichi. C'est toujours un plaisir de vous avoir et surtout de vous retrouver. Vous pouvez les contacter. Ok, allez-y. Voilà, 47 14 00 00 01 20 00 00 56 50 00 00. Il n'y a pas un numéro qu'Alix peut dire parce non, Monsieur Akichi, vous le dites très bien. Le fan club d'Alix. Elle va le faire jeudi. Elle va le faire jeudi. Promis juré, mesdames et messieurs. Les membres du fan club d'Alix qui aiment sa prononciation, elle va le faire jeudi. Mais pour le moment, mardi.
se poursuit sur RTI1 avec Matin Bonheur. Avec maintenant, nous allons basculer dans l'univers des pêcheurs et des femmes qui sont du côté de Abobo-Doumé, des vendeuses de poissons à Abobo-Doumé. C'est un magnifique endroit où il y a de très très bons poissons. Est-ce que Nessie a pensé à nous? Eh bien, Passe-Partout avec Nessie. C'est parti. Bonjour à tous, Guillaume Zéré, Cissé Ibrahim, Nessie Ndri, l'équipe du Passe-Partout est là. Nous revoilà pour un autre numéro. Nous sommes aujourd'hui au bord, dans la commune d'Atekoubé, plus précisément à Abobo-Doumé, dans le quartier d'Abobo-Doumé, où de braves femmes, ces femmes vaillantes que vous voyez là, se réveillent très tôt le matin, des fois même à 4 h du matin, pour pouvoir approvisionner à peu près toute la ville en poissons. Ici, vous allez retrouver certainement les Aoussa, ces vendeurs de garba qui viennent s'approvisionner en temps ici pour pouvoir vous satisfaire, vous les grands mangeurs de garba. On vous connaît. Voilà, bonjour madame. Bonjour madame. Ah, ça nous fait plaisir de vous voir ici. Vous êtes vaillante. C'est l'association des femmes vendeuses de produits halieutiques de Côte d'Ivoire. Ah, ici, on voit qu'il y a du mouvement. Il y a beaucoup de choses ici. Racontez-nous un peu comment ça se passe. Le poisson, il vient d'où? Ce sont les Libanais qui envoient ces poissons. Ce sont les Libanais qui viennent avec des vedettes. Maintenant, les Ghanéens, eux, ils viennent avec les pirogues en bois, la pêche artisanale. C'est avec ça qu'ils viennent. Et depuis le Ghana? Non. D'accord. Il y a d'autres qui viennent depuis le Ghana. Quand c'est dans le moment de poisson, là, eux, ils viennent, ils pêchent du Ghana jusqu'en Côte d'Ivoire ici. Maintenant, quand ils viennent nous livrer, maintenant, ils repartent encore sur les eaux ivoiriennes pour nous livrer du poisson jusqu'à ce que... la période du poisson, la taille du poisson coupe et puis ils se retournent. Mais par contre, d'autres, eux, ils résident en Côte d'Ivoire ici. Ils sont là. Tous les jours, ils viennent nous livrer du poisson. Lorsqu'ils arrivent ici, on juge le prix avec eux. On va ensemble? Oui, venez. On va aller ensemble. Maintenant, Corifel, tu dis combien? 7 000. Pardon, il faut voir un peu. C'est pour aller vendre, vous allez détailler, je vais vous arranger. Vendre les 2 000. Le cap noir. Et pour la 2500. Ça, c'est le cap noir. Le cap noir. Mais ça c'est très apprécié pour les poissons, la braise, tout ça. On braise ça. Vous braisez ici, bien, c'est ça? Non, les femmes qui braisent, elles viennent payer pour aller braiser. Maintenant, il y a les fumeuses aussi qui vendent les poissons fumés. Elles aussi, elles viennent payer. Elles sont coupées pour fumer, pour pouvoir vendre. Et qu'est-ce qui marche ici? Ce qui marche ici, tout marche. Mais ce qui sort beaucoup, c'est le poisson de garba. Là, si tu as eu au dû, même jour, ça peut finir. Mais il t'a eu pour 1 million. Ça peut finir le même jour, bien le lendemain. Maintenant, ces gens de poissons, on vend ça en détail. Mais lui, on paye, mais c'est pas trop comme la manière dont les poissons de garba vont rapidement comme des petits pains. Lui, c'est doucement, doucement. Ça, ah bon? Pourtant, on se dit, comme on aime beaucoup le poisson braisé, ça marche là. Ça devrait pouvoir sortir. Ça sort. Ça sort, mais pas comme avec le garba. Les poissons de garba. Voilà. C'est comme ça. Sinon, les gens payent beaucoup ça. Mais garba sort plus que les gens. D'accord. Voilà. Et quand on finit ici, quand vous avez fini de juger le prix, vous avez sélectionné ce que vous voulez. On finit de juger le prix. Un chargeur, il charge. On peut sortir là et puis avoir un client qui prend en même temps. Oui. Ou bien, mais si il y a le reste, on va directement au frigo. On conserve ça bien. Conserver ça pendant combien de temps comme ça? On peut faire 1 semaine, 2 semaines. C'est toujours frais. C'est toujours frais. Ça, c'est depuis samedi. Nous avons conservé ces poissons. Ça ne vient pas comme ça. Ça vient sans former, sans sel. C'est sans glacé. Ah, donc ici, vos thons ne sont pas salés? Non. C'est pour le porc qui est salé. Le poisson d'ici, c'est sans glacé. Ça arrive ici, c'est nous maintenant qui mettons la glace. Maintenant, un peu de sel dessus. C'est comme ça, sinon c'est pas salé. D'accord. Alors, Madame Nandu Aurélie, nous sommes au petit marché. Oui. Ces femmes-là s'approvisionnent chez vous et ailleurs aussi? Oui.
elles viennent, elles achètent aussi, puisque chez nous, c'est nous vendons ça en gros. Donc elles achètent pour venir détailler ça ici. D'autres vont au port pour payer les poissons en carton, les poissons glacés. Il y a d'autres qui vont à Ouassakara dans les chambres froides pour payer pour venir détailler dans ce marché. C'est ici qu'on vend tout en détail. Nous sommes quasiment à la fin du mois de mars, hein, c'est le mois de la femme. Vous êtes battante, ça fait plaisir. Grâce à vous, beaucoup de familles arrivent à se nourrir et ça nous fait plaisir. Voilà. On espère que tout comme nous, vous avez pris beaucoup de plaisir à découvrir ces femmes et cet univers. On vous donne rendez-vous mardi prochain et surtout, Matin Bonheur se poursuit avec Alix et Marco. Bye bye. Merci Bessie, même si on n'a rien reçu aujourd'hui comme c'est poisson. sapé hein, pour aller à la pêche quand même, ah franchement. Oui, franchement. Très bon. sapé. Hein. Quand on a le style. Même à Bodoumé pour aller pêcher, ici, un robe et la classe. Il fallait le faire quand même. Mais voilà, c'est les filles, hein, elles sont toujours coquettes et puis bon, qu'importe l'endroit. Elle a gardé le poisson, tout ça, et puis avec la robe aussi. Oui, ouais, c'est à ce niveau-là que moi je l'interpelle. Hein. On n'a rien reçu comme poisson, de on est habitué maintenant. Bon, voilà, il faut on a nous fait le emmener partage des fois, avec Cissé Ibrahim, Guillaume Zéré. Guillaume Zéré. Ils ont dû sûrement ramener même de l'APF. J'imagine le coffre du véhicule. Vraiment, c'était un coffre. C'est ça aussi les avantages quand on est sur le terrain. Nous, on a le plaisir d'être en votre compagnie. C'est déjà ça. Et puis, en tout cas, on les remercie hein, parce qu'ils nous gratifient chaque fois de belles incursions. Ben oui. Et ça donne de bonnes informations hein, pour des achats éventuels de poissons. Que le poisson ton sort, même quand on achète pour 1 million de francs CFA. C'est comme des petits pains. Ça marche. C'est pour ça que, vraiment, moi, votre serviteur, je suis un grand amateur de Garba. Vous connaissez le Garba, si vous nous regardez d'ailleurs. Alix va vous expliquer parce que c'est la présidente du fan club garbatique de Matin Bonheur. Oui, vous êtes le plus fervent de la sauce. C'est quoi le Garba? Le Garba, c'est la semoule d'Atiéké, comme on appelle ici, hein, c'est l'Atiéké tout simplement. La semoule de manioc, appelée Atiéké en Côte d'Ivoire, accompagnée de julienne de légumes, piments, tomates, oignons, saupoudrée d'assaisonnement et puis du poisson thon frit dans de l'huile noire. Oui, dans l'huile noire comme de l'huile de moteur. C'est comme ça qu'on dit. Il faut faire attention à ça aussi. Et puis le torchon, les ingrédients de bon garbadrop, le torchon qui est accouché, il doit faire au moins 50 jours sans être lavé. Tout ça, ça fait partie de ça tue pas africain. Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. J'espère que vous avez un très très bon appétit ce matin. Mais on pense et on respecte aussi le jeûne de tous ceux qui sont dans la marche vers Pâques. Il est 6h27 et grâce à la dextérité de toute l'équipe de reportage et rédactionnel, nous allons aller maintenant à un autre pan de notre émission avec bien sûr la météo. On espère qu'on croise les doigts hein, par rapport aux prévisions et puis on se retrouve juste après le flash. Mesdames et messieurs, bonjour. Dans la matinée, le temps sera généralement nuageux dans les régions du sud du pays, avec des intrusions du soleil au cours de la période. Toutefois, on aura quelques pluies localisées tôt le matin sur le littoral. Ailleurs dans le pays, le ciel sera généralement nuageux et progressivement ensoleillé. Pour les températures de la matinée, on notera 26 degrés dans deux villes, à Abidjan et à Adiaké. La ville de Bondoukou affichera 24 degrés, on notera 25 degrés à Boaké et à Adaloa. 24 degrés s'affichera dans la ville de Dimbokro, on notera à Gagnoa 23 degrés. La ville de Korogo affichera 24 degrés, on notera 23 degrés pour Deville, Mans et Odiéné. 25 degrés à San Pedro, Sassandra et Tabou et enfin 23 degrés dans le district de Yamoussoukro. Le début d'après-midi sera relativement ensoleillé malgré un ciel généralement nuageux. Mais en fin d'après-midi, on devra s'attendre à des averses de pluie localisées dans le sud forestier et sur le littoral. Au nord, au centre et à l'ouest également, on pourrait avoir des risques d'orages et d'averses en fin d'après-midi. Pour les températures de l'après-midi, on notera 31 degrés à Abidjan et à Adiaké. La ville de Bondoukou affichera 34 degrés, on notera 33 degrés à Boaké. La ville de Daloa affichera 32 degrés, 34 degrés à Dimbokro, 33 degrés dans la région du Gor, 35 degrés à Korogo, 32 à Mans, 35 à Odiéné, 31 degrés à San Pedro, Sassandra et Tabou et enfin 34 degrés à Yamoussoukro. Merci de nous avoir suivis, excellente journée à vous.
C'est l'heure de l'actualité africaine. Merci de nous suivre. Bienvenue dans cette édition. Au Mali, le spectacle est désolant. Bétail brûlé, cases incendiées. C'est la désolation à Ogosago, dans le centre du pays, où s'est rendu le président Ibrahim Boubacar Keïta. C'est dans cette localité, près de Bankas, que 160 civils peuls ont été massacrés samedi, selon le dernier bilan annoncé par le porte-parole du gouvernement, Amadou Koïta. Désormais, le village est totalement vidé de ses habitants. José Filomeno dos Santos, le fils de l'ancien président angolais Eduardo dos Santos, a été libéré de prison en Angola. Dos Santos, fils, a été accusé de détournement de fonds d'une valeur de 1,5 milliard de dollars, soit 750 milliards de francs CFA. Il avait été mis en détention provisoire pendant 7 mois, mais selon son avocat, les raisons légales pour lesquelles son client était en détention avaient expiré depuis plusieurs semaines. Le cyclone qui a provoqué inondations monstres et éboulements de terrain et pris de court les secours a fait plus de 700 morts au Mozambique, pays le plus touché au Zimbabwe voisin. Le gouvernement mozambicain et les humanitaires anticipent également l'apparition de maladies transmissibles par l'eau. Il est inévitable que des cas de choléra et de paludisme apparaissent, a estimé le ministre Correa, précisant qu'un centre de traitement du choléra était mis en place. En République démocratique du Congo, l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola qui sévit dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri a franchi dimanche le seuil de 1000 cas. C'est l'épidémie la plus meurtrière après celle qui avait sévi en Afrique de l'Ouest et la situation reste préoccupante dans le pays. Sur le terrain, les efforts déployés par les équipes sanitaires sont ralentis par la violence entretenue par les groupes armés. Et c'est justement cette situation qui amène un collectif de médecins à exiger de meilleurs avantages comme un moyen de transport, une prime de risque. Les médecins ont remis un mémorandum aux autorités provinciales du Sud Kivu après une marche pacifique à Bukavu. Et puis, terminons avec ce fait peu ordinaire. On parle de Pig Casso, une truie qui s'est découverte une vocation de peintre. Cet artiste true s'empare des principaux, ou alors des pinceaux, pour réaliser des toiles surprenantes. Ces œuvres d'art sont d'ailleurs commercialisées en ligne et les revenus récoltés sont reversés à une association qui aide les animaux au Cap. Surprenant, n'est-ce pas? Eh bien, on va dire ainsi va la vie. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve tout à l'heure à 7h. Merci Jusqu'au franchement. Hein. Dernière information, plus qu'insolite avec Pig Casso, comme Pig son nom, on l'indique. La truie qui s'est fait de la peinture, c'est désolé à tous ceux que ce aurait pu choquer. C'est pas nous, c'est Régis. Ben oui, on verra pourquoi pas avec notre prochaine invitée comment elle devrait se maintenir sur la toile. Bonjour Madame Touré. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Bonjour Marcelin. Alors Alix Kadi Touré-Klein est avec nous pour un mois à compter de ce jour, avec elle on va vraiment voyager comme d'habitude dans ce magnifique monde du digital. Aujourd'hui le thème avec elle, Alix, c'est quoi? Pourquoi un dirigeant d'entreprise doit-elle être présent sur les réseaux sociaux? Pardon, encore émoustillé par la Pig Casso. Jingle. Pig Casso, Pig Digital, c'est fini. Maintenant, on a un vrai digital maintenant avec madame. Ça va bien, Kadi? On aura tout vu dans ce monde. Allez, alors, c'est tout un programme. Sur les réseaux sociaux, c'est une véritable bataille avec B majuscule pour la visibilité, pour l'influence. Alors, le patron d'entreprise, il s'inscrit dans quel filon ici? Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, un dirigeant d'entreprise est un ambassadeur en fait de sa marque, de l'entreprise pour laquelle il travaille, des produits et services qu'il peut proposer. Au même niveau que les autres salariés qui sont de véritables ambassadeurs maintenant aujourd'hui de leur marque et de ce qu'ils défendent. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que quand on parle de dirigeant d'entreprise, on embarque avec lui tous ces directeurs qui puissent être directeurs de la communication, de la logistique, finance, technique, etc. Tout l'organigramme. Exactement. Donc en fait, ce sont des porte-voix
voix essentielle en fait de la marque, parce qu'ils sont vraiment, on va dire, des ambassadeurs officiels, que ce soit auprès des institutions, d'autres entreprises, des pouvoirs publics, etc. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que pour un dirigeant d'entreprise, alors on a deux personnalités en général, hein, celui qui est assez extraverti, qui est lui-même en demande de présence sur les réseaux sociaux, et puis celui qui est introverti, qui n'a pas trop envie de parler de lui, mais je pense que voilà, un peu. Mais je pense que Mais ça aussi, c'est une forme de communication, hein, soit dit en passant. Ah oui, ça c'est clair. Oui. Tout à fait, c'est une forme de communication. Maintenant, mon avis est que même quand on est introverti, il faut quand même y être. Parce qu'en fait, ça permet d'avoir un regard en fait, général un peu sur ses clients, sur ses prospects, sur ses concurrents aussi. On peut benchmarker, on appelle ça comme ça en communication, c'est le fait d'aller voir un peu ce que fait le concurrent pour nous ajuster notre communication. De l'autre côté, on peut se mettre en connexion avec des partenaires aussi, qui sont à l'étranger ou qu'on n'aurait pas peut-être rencontré dans la vie de tous les jours. C'est une plateforme. Voilà, donc le net en fait ouvre beaucoup de possibilités en fait de networking, de réseautage en fait, comme on peut le dire. Alors, quels sont les éléments à prendre en compte pour définir sa stratégie de communication sur les réseaux sociaux? Alors, pour définir sa stratégie, je pense qu'il faut déjà faire une cartographie du paysage sur le net, en fait. Il faut vraiment tenir compte de son environnement. Il faut savoir qui sont ses clients, quelles sont leurs attentes, quelles sont leurs préférences, quelles sont les choses qui les rebutent aussi. Toujours dans le but de bien ajuster, en fait, sa communication. Comme je disais tout à l'heure, on peut casser vraiment les barrières géographiques et contacter quelqu'un qui est à l'autre bout du monde pour un partenariat, pour avancer sur un projet, pour des financements. Et puis, il ne faut pas oublier les détracteurs. Donc, toutes ces personnes qui sont très souvent critiques sur notre façon de faire, sur la marque, sur ses produits, on sait prévenir un peu notre communication parce qu'on sait comment ils se comportent. On ne pourrait pas forcément les rencontrer comme ça dans la vie de tous les jours, mais sur le net, en fait, c'est vraiment une vraie plateforme en fait, pour observer tous ces types de personnes. Là, il y a une illustration qui s'affiche. On sait qu'aujourd'hui, il n'y a que 56% des dirigeants d'entreprise sont sur Facebook, 44% sur LinkedIn et 9% sur Twitter. Cela est dû à quoi, ces disparités, ça et là? Alors, c'est dû au fait que pour Facebook, le taux est plus ou moins correct, on peut dire ça comme ça, parce que Facebook a été un des premiers réseaux sociaux en fait populaires. Honneur aux pionniers. Premier arrivé, premier servi. Exactement, donc c'est le must en fait, on va dire. On y est sans forcément toujours être actif, mais on y est. Moi, je pense que c'est intéressant, par réflexe. C'est intéressant en fait pour voir un peu tout ce qui se dit sur notre marque, d'être un peu alerte sur les discussions autour de nos produits qu'on vient de lancer. Ça peut être très intéressant. De l'autre côté, LinkedIn, pour moi aujourd'hui, c'est vraiment l'incontournable pour un directeur général parce qu'il y trace son parcours. Il parle un peu de son évolution. Et nous sommes en fait dans une ère où les jeunes ont besoin de mentors. Ils ont besoin d'exemples, ils ont besoin de voir le parcours de ces personnes-là qui ont réussi, on va dire, dans la société, pour eux ensuite s'inspirer d'eux et aussi être créateurs de valeur. Récemment, il y avait les Adicom Days, ce week-end-là. C'était très suivi avec toute la famille des geeks, des aficionados du monde du digital. Alors, vous y étiez ? Alors non, je n'ai pas eu la chance d'y être parce que prise sur d'autres responsabilités professionnelles. Mais est-ce que c'est le genre de manifestation auquel, par exemple, un chef d'entreprise peut s'inviter? Tout à fait. Tout à fait. Alors, il est important qu'il y soit physiquement. Pourquoi? Pour, encore une fois, réseauter, pour être au fait de ce qui se passe, parce que ce type de salon-là est vraiment dans l'actualité, presque dans le futur même. C'est-à-dire qu'ils sont en train de faire des salons, des conférences, en fait, qui vous emmènent à réfléchir sur les techniques de communication de demain. Et ça peut être très important, justement, pour montrer son dynamisme aussi. Ça veut dire qu'on n'est pas un directeur général qui est dans son bureau en train de signer des papiers, mais qui va au contact des gens, qui rencontre d'autres personnes et qui se fait connaître aussi également, personnellement. Et justement, à ce niveau-là, c'est pas la technologie est arrivée, c'est vrai que ça fait un bon bout de temps maintenant, mais tout le monde n'est pas au fait et à la maîtrise de cette technologie-là. Pour un directeur général qui ne saurait pas manier l'outil, comment ça se passe de se fondre dans cet univers assez high level? C'est compliqué.
Oh oui, alors pas si high level que ça, parce que beaucoup sont, alors du fait de Facebook, sont assez à l'aise, on va dire, avec les réseaux sociaux. Mais quand on parle de la communication en tant que dirigeant d'entreprise, on représente une image, on représente une entreprise. Il faut se faire accompagner, j'insiste là-dessus. De plus en plus de directeurs ont des assistants spécialement dédiés au digital. Tout à fait. Donc ça peut être en interne, donc un chargé de communication ou de relations publiques, ou même le directeur de la com, qui peut l'accompagner en fait sur sa stratégie de com digitale, parce qu'on ne peut pas se permettre de tout dire en tant que directeur général, vous l'entendez bien. Et puis de l'autre côté, on peut aussi, pourquoi pas, faire appel à une agence externe, mais avec la condition qu'elle perçoive bien la personnalité de ce dirigeant-là et qu'elle soit au fait de ce qui se passe aussi dans l'entreprise, pour qu'il y ait une corrélation entre ce que dit le directeur général en tant que personne et ce que fait l'entreprise. Voilà, donc il faut toujours garder en fait ce lien-là qui est très important. Donc se faire accompagner, absolument, par des professionnels. Qu'est-ce que vous pensez de ce monsieur-là? Ça, c'est un exemple typique, c'est un exercice entre guillemets que je me permets de vous donner. Voici un monsieur, il s'appelle Donald Trump, chef d'entreprise de plusieurs entreprises et par ailleurs président du pays le plus puissant du monde, mais qui tweete à tout va. Si vous deviez conseiller, est-ce que c'est normal qu'un président puisse tweeter comme ça sans remuer son doigt déjà 7 fois, 77 fois? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, personnellement, je pense qu'il faut... Vous êtes la conseillère de Donald Trump, je vous souhaite ça. Qu'est-ce que vous lui dites? Oh, je lui demanderais d'en faire un peu moins. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que les réseaux sociaux, quand on y écrit, ça reste. Et pour très longtemps. Les écrits restent. Les écrits restent. Et les écrits peuvent être interprétés, ils peuvent être analysés, décryptés, etc. Donc, je dirais d'en faire un peu moins. Après, on a une personnalité justement de M. Donald Trump qui est assez hyperactive, donc il a besoin de s'exprimer. Et puis, je pense que c'est toute une stratégie aussi, à mon avis, qui est construite sur ce fait de over-tweeter, on va dire ça comme ça, d'écrire beaucoup de choses à tout va. Je pense que c'est construit. Je pense que c'est réfléchi, en fait. Je pense que c'est réfléchi. Il essaie de... Et ça rentre dans quelle stratégie? Vous qui êtes la spécialiste, l'overtutose, ça rentre dans quelle stratégie? Quel positionnement le concernant lui? Alors, de toujours être présent, de toujours être là, qu'on parle de lui. C'est faire le buzz, en fait. De la même manière qu'une star de télé ou un artiste fera son buzz, il le fait également. Parce que le moindre tweet de Donald Trump est tout de suite suivi, relayé des millions et des millions de fois. Donc derrière, il en profite quand même pour son image. C'est un peu people, tout ça. Tout à fait. Parlons toujours de ce qu'il faut dire en tant que chef d'entreprise. Vous avez parlé du volet professionnel, la marque qui est représentée, mais de la personne même en tant qu'individu. Que devrait partager un chef d'entreprise en tant que personne? Alors, un chef d'entreprise peut partager ses passions. Il peut partager, alors moi c'est ce que je conseille souvent, des articles de presse par exemple, qui sont en lien avec son domaine de prédilection. Si c'est un directeur général qui est dans la finance, donc il serait tout à fait logique qu'il publie des articles dans ce sens. S'il est passionné de sport, pourquoi pas ne pas en parler? Ça permet en fait de donner l'image d'une personne qui est humaine, qui n'est pas loin de ses... qui est accessible, tout à fait, qui n'est pas loin des consommateurs ou même de ses salariés. Vous savez, sur les réseaux sociaux, on ne fait pas la communication uniquement envers le grand public. Il faut aussi penser aux salariés en interne qui ont besoin de s'identifier à ce personnage-là, de savoir qu'il est humain, on peut lui parler même peut-être sur Facebook ou LinkedIn, qu'il aime la cuisine, qu'il aime lire, etc. Tout ça participe aussi à l'image du dirigeant dans l'entreprise. Récemment, on a eu le direct de Monsieur le Premier ministre, et puis il y a des jeunes dirigeants d'entreprise en Côte d'Ivoire qui sont vraiment présents au niveau. Il y a Monsieur Savignon, il y a Madame Janine Kakou-Diabou, il y a énormément de personnes, Madame Zézé, Monsieur Stan Zézé, et ça c'est une nouvelle génération de patrons qui émergent, et c'est du pain béni pour vous les spécialistes du digital. Bien sûr, parce que en fait ça permet, comme je le disais, aux jeunes et même au public, en fait, de vraiment percevoir qui est à la tête de cette entreprise-là, quelles sont ses aspirations, quelle est sa vision, en fait. Moi, aujourd'hui, j'incite beaucoup les dirigeants d'entreprise à être des modèles
On en a besoin, surtout en Afrique. Nos jeunes ont besoin de voir que Mme Janine Kakou-Diago a eu tel parcours et que c'est ce parcours-là qui lui a permis de se hisser à la tête d'une si grande entreprise aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont aussi ce rôle-là pédagogique à jouer, je pense, auprès des jeunes. Et puis, pour vous en parler tout à l'heure, Mme Kakou-Diago, qui est une femme, elle peut aussi, pourquoi pas, se positionner pour défendre les femmes sur certaines causes, susciter des vocations. Exactement. Voilà, moi, c'est ce que je conseille aux dirigeants d'entreprise. Mais à côté de cela, il ne faut pas aussi oublier le fait de mettre des limites à ce qu'il ne faut pas faire, et surtout concernant la véracité de ce qu'on partage. Après, il ne faut pas qu'on se rende compte qu'il y a eu des choses. En effet. Donc, tout l'intérêt, justement, de se faire accompagner, alors, ça permet un double regard. Le dirigeant a peut-être envie de mettre une telle ou telle information. Le responsable, comme derrière, lui dira attention, cette information-là, on l'a publiée, on peut vous engager peut-être sur une voie politique qui peut être dangereuse, mal interprétée. Donc, il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit, ne pas prendre la parole sur tout. Il faut vraiment remuer sa langue 7 fois avant de parler, son doigt avant de commencer à tweeter ou bien l'over-tweetos. Alors moi j'aimerais demander, et ceux qui sont dans le domaine rural, qui sont des personnes influentes au niveau économique, par exemple dans l'agriculture, le poisson, les femmes, tout ça, mais qui n'ont pas l'instruction, entre guillemets, pour être sur le digital. Est-ce que ce n'est pas aussi un secteur, un défi pour vous, les spécialistes digital, aller arrimer ces personnes-là à la famille, les attirer à la famille digitale, comme ça se fait au Nigeria ou en Inde, par exemple? Bien sûr. En fait, aujourd'hui, vous parlez des femmes. En fait, on sait qu'aujourd'hui, ce sont des grandes créatrices de valeur. Elles font beaucoup de choses dans les villages, dans les zones rurales, dont il faudrait parler. Encore une fois, susciter des vocations, donner des exemples. Je pense qu'aujourd'hui, on peut peut-être utiliser les jeunes qui sont plus à l'aise avec ces réseaux sociaux-là pour accompagner ces femmes. Il n'est pas forcément nécessaire d'avoir fait de longues études, etc. pour y être, mais vraiment montrer quelques rudiments, savoir poster une photo quand on a réalisé une action sociale dans son village, ça peut être intéressant. Là, c'est un véritable défi en fait. Mais je pense que c'est avec l'alphabétisation également qu'on pourra y arriver. Beaucoup de fondations accompagnent aujourd'hui les femmes pour être à l'aise justement sur les réseaux sociaux. Et de ce que vous dites, c'est très important parce qu'au-delà de l'accompagnement dans la technicité même de ces outils-là, on peut créer aussi des emplois pour les jeunes, pourquoi pas? Parce que ces femmes-là, des fois, elles sont de grandes opératrices économiques. Merci beaucoup à vous, Madame Kadi, c'était bien pour votre première. Merci, félicitations. Merci on beaucoup. aura le grand plaisir. La semaine prochaine, on va parler avec vous de... Alors, la semaine prochaine, on va encore parler du positionnement du directeur général sur les réseaux sociaux. Donc, on va aller plus en détail sur justement ce qu'il faut dire, ne pas dire, que publier, avec qui échanger, etc. Donc, les dirigeants d'entreprise sont prévenus. On ne va pas les lâcher ce mois-là, en tout cas digitalement parlant. Si on peut s'exprimer ainsi. 6h47, bientôt 48, nous allons tenter d'entrer en contact avec nos jumeaux, comme l'a dit Alix, nos jumeaux, nos voisins de la radio, de Fréquence 2, la fréquence la plus jeune et la plus in de la bande FM avec Isaac Dosso et toute la magnifique bande. C'est parti. Mais où sont ces yeux quand on a faim? Où sont ces yeux quand on a soif? Mais où sont ces yeux, on ne les voit pas? Mais où sont ces yeux, il n'a qu'à sciencer? Ma maman compte sur moi, oh. Mes frères et sœurs comptent sur moi, eh. Autour de moi, compte sur moi, oh. La gorge faut sciencer. C'est tout ce qu'on a dans ce Il y a de la musique sur la radio, c'est Mike Alabi, hein, donc ça... Il y a Mike Alabi, ça m'a suivi. On n'oublie pas le charbonnier. Non, on va parler de tout, sauf de ce que vous savez là. Amis téléspectateurs de RTI 1, bonjour. Marcelin et Alix, bien le bonjour à vous et à toute la team de Matin Bonheur. On est très content de vous retrouver comme tous les mardis, donc à la même heure, hein, pour partager un peu de la matinale sur Vitaminette Fréquence 2 en votre compagnie. Yann Baou a le temps de faire son selfie. Oui, je fais les 2 derniers selfies. Marcelin, c'est pour toi hein, le selfie. Bonjour Marcelin, bonjour voilà. Alix, bonjour à tous et à toutes. Il n'a pas fini. Il dit le même vite. Bon, alors, il n'y a pas que Yann sur ce plateau. Donc, oui, il y a la maman de Diamond. Coucou tout le monde. Ah oui, la maman de Diamond. D'accord, c'est pour bientôt là. Bientôt.
Ok. Notre Carlton Yoka. Bonjour tout le monde. Good morning Abidjan, Carlton Yoka, Augustine, et puis Biara. Et Biara donc est avec nous. On parle français ce matin. Ah oui. Bien s'exprimer est une chose. Ah oui. Parler est une chose et bien s'exprimer en est une autre. Moi, je vais sortir en même temps, comme il ne m'exprime pas. Le jingle arrive et juste après on vous explique de quoi il s'agit. Oh, attends là. Français, ce n'est pas François. Alors. Français, ce n'est pas François. Ah oui. Combien sont-ils, hein, ces jeunes gens qui s'expriment? Ah tiens, voyez ça maintenant. Voici le président. Tonton, il y a moins aussi. On pleut. Bon, n'attendez pas la journée mondiale de la francophonie pour essayer de bien vous exprimer, pour sortir, pour aller piocher sur Internet des dictons ou de belles phrases structurées et tout ça, à balancer sur vos profils Facebook. Non, n'attendez pas la journée mondiale de la francophonie par ici, tous les matins, du lundi au jeudi, en tout cas au moins, à la même heure, on vous donne un peu de ce qu'on sait. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur deux expressions. Une levée de bouclier. Vous savez ce que c'est, une levée de bouclier? Ouais. Il n'y a personne derrière toi. Vous parlez, vous les Français, vous Une levée de bouclier, c'est quoi? Allons. Mais c'est quand le bouclier se lève. Ah, d'accord, ouais, on n'est pas très loin. Regardez. Oh, et Biara. On va me regarder. Toi, ça fait un bout de temps quand même que tu dans l'espace francophone. C'est un peu bad Maroc. Lui, c'est vrai qu'il est en mode cours du soir. Yann? C'est quand dans mais ça, on ne connaît pas. Spartacus. Tu ne connais pas. Mais c'est quand les proches, non? Quand dans Spartacus, oui. Mais c'est dans la princesse guerrière. Tous les chevaliers, d'un commun accord, décident d'aller au combat. C'est quand le chef dit action. Bon, attends. Une levée de bouclier, c'est simplement une démonstration collective d'opposition. Je vous explique d'où ça vient. Dans l'Antiquité, en fait, une levée de bouclier était une démonstration par laquelle les soldats romains manifestaient leur opposition aux volontés de leur général. Donc, on vous dit exécuter. Non, on dit ça vient de loin. Voilà, ça vient de loin. On leur demande d'exécuter ci ou ça. Ouais, c'est l'heure d'aggrave à faire. Priscille, vas-y. Plutôt que de parler, Priscille lève sa souris comme ça. C'est une levée de bouclier où elle refuse de parler. En fait, c'est une démonstration collective d'opposition. Donc, mais il n'y a pas que Priscille, justement. Je dis Priscille fait ci, ça, machin, et tout le monde se dit non. Là, cette fois, on ne fera pas. Mais ça, c'est levé de souris. Ça, c'est levé de souris. D'accord. Bon, le bouclier était bien plus lourd. Hein. Ouais. Voilà. Ça, c'est quand on décide de ne pas monter dans le véhicule, en fait. C'est ça. D'accord. Donc, dans le cas de ramassage. Là, on ne monte pas. En fait, ça compte 31 jours. On a dit ça hier. On dit le véhicule du transport du personnel astreint. Voilà ce qu'il a dit. Véhicule de transport du personnel d'astreint. Et non véhicule de ramassage. Est-ce que vous n'êtes pas des ordures? D'accord. Allez, la deuxième et dernière expression. On ne va pas gaver les gens. Et la deuxième et dernière expression, tiens. Quand le vin est tiré, il faut le boire. Ça, c'est Carlton qui connaît. Quand on explique, nous parlons. Quand le vin est tiré, il faut le boire. Un camarade baoulé, il m'a montré que quand le vin est tiré, il faut le boire. Oui. Quand il est servi, là. Oui. Allez, drink. Bon, c'est une métaphore proverbiale, hein, donc oui. Mais ça, c'est pas... Oui. Vas-y. Mais quand le vin est tiré, il faut le boire. C'est du genre... Quand on fait là, on a qu'à 15 ans. C'est bien ça. Ça, c'est en ivoirien. Ça, c'est en ivoirien. En français, en français facile. Quand on décide de parler d'un sujet, il faut le faire en même temps. Très bien. Donc, il faut aller au bout d'une affaire dans laquelle on s'est engagé. C'est comment il boit tous les vins. Parce que tu vas toujours... parce que tu vas toujours au bout des affaires que... Abel et puis Canal, pas. Tous les deux au fond. C'est pas la première mission. Et quand on donne le nom d'une fille ici, il va sur son profil, il prend un rendez-vous avec elle. Il va toujours, il continue. Et le temps le vin est tiré, là, il boit. On est dans la télévision, elle parle de laisser. Mais je vais t'exposer. Alix, peut-être que tu ne connais pas Alix. C'est la vie qu'il mène ici. Oui, mais Alix, voici notre Carlton Yoka. C'est ce qu'il fait ici. Notre Roméo. On donne le nom d'une fille, il va sur son profil, on lui donne un rendez-vous rapidement là. Bon, c'est bon. On a le temps de rappeler aux auditeurs de Fréquence Z, aux téléspectateurs de RTI 1, parce que Matin Bonheur, tout à l'heure, ça sera fini. Donc, vous pourrez nous rejoindre hein, donc, pour échanger avec nous au 20 22 21 21 ou au 20 24 27 89. On rappelle le sujet et on fait le récap des expressions. Pour aller au boulot, pour aller au travail, quel moyen de transport préférez-vous? Donc, on a le cas de transport du personnel, on a le véhicule de service ou le véhicule personnel. Donc, entre les trois là,
Quel est votre choix? Ce n'est pas le véhicule de ramassage. Vous n'êtes pas des ordures. Retenez bien ça comme ça. OK. Vous pourrez donc intervenir au 20 22 21 21 ou au 20 24 27 89. On rappelle les deux expressions aujourd'hui. Hein. C'est une levée de bouclier qui est une démonstration collective d'opposition. Et puis la fameuse expression que vous entendez si souvent, quand le vin est tiré, il faut le boire. Signifie en fait, il faut aller au bout d'une affaire dans laquelle on s'est engagé. Ce que tu as commencé, il faut terminer. Comprendo? Quand le vin est tiré, il faut le boire. Marcelin, vous avez peut-être d'autres expressions. Donc, pour les téléspectateurs de RTI 1, il est bon d'en partager une, hein, donc tous les matins comme ça. Oui. Quand le veste est tiré, il faut le porter. On vous donne rendez-vous mardi prochain à la même heure. C'est toujours un plaisir de retrouver la team de Matin Bonheur. C'est ça aussi, la magie des médias. Quand la radio rentre dans votre poste téléviseur, eh ben, vous pouvez continuer de voir l'ambiance de Fréquence 2 en nous rejoignant. Oui, sur le site de la RTI, en tapant simplement www.rti.ci ou encore grâce à l'application mobile qui est disponible sur App Store ou Play Store que vous pouvez télécharger gratuitement. Avec l'accent érythréen, ça donnerait RTI. Très bien. Marco, on sait que t'es fan fou féru de Zouk Love. On te passe donc du Patrick André. T'as le temps de chamber un petit coup avec Alix. Si les plateaux des Matins Bonheur. Aucun chamber. Aucun chamber. Allez. Comme un poison dans mes veines, comme cette souffrance que je traîne. Pourtant on dit à chaque jour sa peine, mais là tu vois je perds les rênes. Car tu coules dans mes veines, tous les mots qui peuvent me consoler ne chasseront pas ma peine. Tu coules dans mes veines, tous les mots des poèmes de Verlaine ne peuvent pas dire combien je t'aime. Regarde comme tu coules dans mes veines. Regarde-moi ces amoureux, l'air heureux et insoucieux. Si on pouvait s'en aller comme eux, mais je te vois, toi et lui partir tous les deux. Car tu coules dans mes veines, tous les mots qui peuvent me consoler. Ah, vous avez raté le zouk ici. Ben, Christelle Akoussa a eu pitié de nous. Hein, elle a mis l'image que vous avez vue tout à l'heure. Sinon, vraiment, Alix, grande danseuse de zouk divin éternel. Son mari a beaucoup de chance. Quand nous saluons respectueusement Monsieur Apia. Tous nos respects. Sachez que votre femme, votre épouse est en de bonnes mains, n'est-ce pas? Exactement. En tout cas, avec lui, je suis toujours en sécurité. C'est ça. Avec vous aussi. Absolument. Allez, c'est ça. On est très heureux d'être toujours en contact avec nos amis de la radio. Merci à Isaac, merci à Yann Baou, merci à Pricier, merci à Mr. Carlton. Il dit quoi? Quand le vin est tiré, il faut le sortir. Mais oui, quand la veste aussi est tirée, il faut la porter. Quand la veste est tirée, il faut la porter. Merci beaucoup. On va tirer maintenant. On va aller tirer sur le conducteur et aller bien sûr à la pub. Et après, on n'a pas de pub. On n'a pas de pub pour 7 heures. Donc, je pense que on va aller donner certaines informations, Alix, pour aujourd'hui. Ben oui, des informations et des noms qui viennent bien de chez nous. Aujourd'hui, voilà. On fait plaisir à Yann Baou. À Gozo. Gozo, Gagnois, et en tout cas toute la région du Go. Là-bas, des prénoms francisés, Gigi. Mais la prononciation autochtone, c'est Gigi. Et cela signifie Iroko. Iroko. On a Soku, qui reste toujours Soku. Soko. 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 Et puis, bon, la signification, c'est asperge. Puis il y a Galo. Galo. La signification, c'est? Le palmier. Palmier. Puis il y a Baté. Baté. Voilà, c'est banane.
banane, la banane plantain, la banane douce. On a gley. Gley. Ah oui, vous avez la bonne prononciation. Oh, c'est la dent. La gley, c'est la dent. Et puis, il y a tétei. Tétei. C'est le talon. Talon. Voilà. Ça, c'est chez nous, en Côte d'Ivoire. On va rester là pour le moment. On va garder un peu pour demain. D'accord, on garde deux. C'est pour tous ceux qui nous regardent dans le monde entier. Ça, c'est à Gagnoa, la zone PIBT. On salue tous ceux qui nous regardent précisément du canton Badi-Est, Keibaï, Taïpa, Kei, Zébizekou, tout ça, on les salue. Et puis, n'hésitez pas à nous inviter. Aujourd'hui, s'il y a du sioko, mais à quoi même là, comment on appelle il y a un truc avec la banane. Là, oui. J'ai oublié le nom. Ouh là 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 là. Le nom m'échappe. C'est pas le tigouti. Kosio, voilà, c'est ça. Vraiment, je ne sais pas. Lokosukwe, voilà. Lokosukwe ou bien Lokosio, voilà, c'est magnifique. N'oubliez pas, si vous ne pouvez pas, vraiment, vous pouvez faire puis déposer à l'entrée de l'ATI. On va nous acheminer ça. Si vous avez peur d'entrer, vraiment, c'est trop bon. Merci, mesdames et messieurs. Il est 7h pile poil du côté de Gagnoa, permettez l'expression. Le flash maintenant, le dernier, ça avec la connotation internationale. C'est Régis, toujours prêt pour vous. Madame, Monsieur, vous suivez l'actualité internationale. Bienvenue. On démarre en France. Abdelkader Merah, frère du tueur de militaires et d'enfants juifs, Mohamed Merah, est cerveau présumé des attaques et rejugé en appel depuis hier. En première instance, il avait été condamné à 20 ans de prison. Les parties civiles attendent beaucoup de ce procès. Regardez. C'est qu'on a 2 avocats généraux au lieu d'une. Ce qui a changé, c'est que les juges ne sont plus les mêmes. Mais le dossier, en ce qui concerne la complicité d'assassinat, il est toujours aussi vide. Donc pour vous, ça sera la même chose cette fois-ci? Écoutez, vous allez assister à l'audience et puis vous noterez les preuves si vous les trouvez. Et on voudrait de la lumière, c'est très important. C'est dur La deuxième année, c'est très dur pour nous et j'espère qu'il y aura un procès digne et loyal, c'est ce que j'ai. Forcément, c'est très difficile de revenir ici. Et puis ce qu'on en attend, c'est surtout que le parquet prouve la complicité d'Abdelkader Merah dans les assassinats. Dans l'association de malfaiteurs, on le sait, mais maintenant on attend qu'il prouve la complicité d'assassinat. On reste dans l'univers de la justice. Un Britannique a été condamné à 28 jours de prison pour avoir écrasé un œuf sur la tête du leader travailliste Jeremy Corbyn. Une peine destinée à envoyer un message à un moment où les menaces contre les députés se multiplient. L'incident était survenu le 3 mars, moins d'une semaine après l'annonce de Jeremy Corbyn du ralliement de sa formation à l'option d'un second référendum sur le Brexit. En France, 600 000 fumeurs quotidiens en moins au premier semestre 2018, après une baisse de 1 million en 2017, qualifiée par le gouvernement d'historique. Les résultats annoncés hier par Matignon ont de quoi réjouir les acteurs de la santé publique. Selon le gouvernement, c'est la preuve que les mesures de lutte adoptées depuis 1 an portent leurs fruits. Le Spider-Man français Alain Robert, 56 ans, spécialiste de l'escalade à main nue, s'est hissé hier matin au sommet de la tour Engie à La Défense, haute de 185 mètres et de 37 étages pour, dit-il, sauver Notre-Dame de Paris. On l'écoute. Ça serait bien de donner un petit coup de main. Donc si beaucoup de gens font la même chose, je pense que les 150 millions d'euros qui sont nécessaires à la rénovation, les grosses compagnies, ils peuvent facilement faire des dotations bien plus importantes. Ça ne serait pas très bien vu. Ça aurait été une bonne idée parce que la cathédrale elle-même, elle n'est pas très dure à grimper, mais je ne pense pas que c'est une bonne idée parce que c'est quand même aussi un monument protégé, c'est patrimoine français, donc je ne peux pas faire ça comme ça. Il avait été placé en garde à vue pour mise en danger de la vie d'autrui et manquement délibéré à la prudence. Mais il a été libéré. Voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Alix et Marco ne sont pas loin.
pour la suite et la fin de Matin Bonheur. Non, on préfère Gassama. Non, Gassama, Gassama est mieux. Parce que Gassama, il était où d'ailleurs? Gassama, il est plus rapide. Oui, il était où? Il était où quand il y avait le souci avec Gassama? Je pense que peut-être qu'il n'avait plus de toile dans ce même. Il était peut-être au sommet de. Non, nous sommes Gassamiques, nous sommes Gassamaoriens. Gassamaoriens. Merci Régis. Merci Régis, on se revoit demain avec beaucoup de plaisir. Vous hésitez, c'est demain au soir? Oui, demain peut-être, parce qu'en fait, il y a ce soir, d'émission ce soir, je fais le téléphone à RT1 reçoit. Très bien. Et donc, Mr. Friday pourrait devenir Mr. Thursday. Merci Régis. Merci Bonne journée à vous. Merci. Et nous, on prend la route pour la dernière ligne droite de cette émission thématique aujourd'hui, les erreurs médicales. Que dit la loi quand on va dans des centres hospitaliers? C'est pour ressortir guéri. On n'en ressort pas avec d'autres complications. Mais quand le verdict d'une erreur est posé, avéré, que dit la loi concernant cette situation? Élément explicatif et puis Maître sera à notre compagnie. Ils ont une expertise qu'on leur reconnaît. Les médecins sauvent des vies, mais il arrive que certains parmi eux commettent des bévues. Nous sommes dans la commune de Yopougon, la plus grande de la capitale économique ivoirienne. Mohamed, âgé de 30 ans, fait partie de ces nombreuses victimes d'erreurs médicales. Après une intervention chirurgicale dans un hôpital en 2008, des compresses sont oubliées dans son cou. Pour les lui retirer, il sera opéré une seconde fois. Une intervention de trop, car Mohamed ne retrouvera plus l'usage de ses membres supérieurs et inférieurs. Ça fait bientôt 11 ans, dans le mois d'avril, que j'ai été opéré suite d'une opération qui s'est mal déroulée dans le contexte du fait qu'il a oublié de compresses dans mon cou. Et suite à cela, il y a eu une intervention. Ils ont retiré la compresse et après ça, je ne me suis plus retrouvé. J'ai connu Mohamed sur les réseaux sociaux. C'est là qu'il m'a raconté son histoire, comment s'est produit son accident et autres. Donc j'ai décidé de venir le voir. Quand je suis venue, j'ai vu que vraiment il était vraiment mal au point. Bon, c'est vrai qu'il y a eu l'accident, mais aussi il y a eu l'erreur médicale. Aujourd'hui, c'est le cas de Mohamed, c'est une compresse. Ils peuvent oublier une paire de ciseaux dans le corps d'un être humain. Donc moi, je demande vraiment pardon aux médecins de quand même vérifier tout sur un patient avant même de conclure. Les erreurs médicales sont très fréquentes en Afrique, très récurrentes. Il faut dire qu'on constate que beaucoup de médecins ont tendance à oublier des scalpels, soit même des compresses, après une intervention chirurgicale. Et c'est déplorable, c'est pas normal. La vie humaine appartient à Dieu et il en fait ce qu'il veut. Pas question alors pour la mère de Mohamed de traduire en justice le médecin responsable de la paralysie de son fils. Monsieur qui se lève, il s'arrête, je le vois marcher comme tous les enfants. C'est ce que j'ai besoin aujourd'hui. Je ne vais pas pousser quelqu'un, je mets ça à ce côté dans la main de Dieu. Un accident médical peut survenir à tout moment. Des milliers de gens reçoivent des traitements inutiles qui peuvent leur coûter la vie. L'erreur de diagnostic est la plus fréquente. Dans 10% des cas, ces erreurs mortelles pourraient pourtant être à éviter. Il faut pouvoir arriver, je pense, à expliquer au patient, lorsqu'on est amené à pratiquer un geste sur lui, quel est l'objectif de ce geste, quels sont les résultats qu'on attend, quelles peuvent être les complications possibles, et ensemble, le patient ayant adhéré au projet thérapeutique qu'on a conçu pour lui, on puisse l'exécuter. La manière aussi d'éviter les erreurs et les événements médicaux indésirables, c'est le respect des bonnes pratiques établies par la communauté des soignants concernant l'intervention ou le soin qu'on a à faire aux patients. Les victimes n'ont souvent aucun recours. Celles qui ont osé tenter une action en justice se sont engluées dans d'interminables procédures. Car dans ce domaine, la faute est souvent très difficile à prouver. Comment alors obtenir réparation? Les patients ne sont pas désarmés. Ils ont la possibilité, s'ils estiment que le médecin a commis une faute. C'est vrai, elle ne sera pas facile à démontrer, mais on pourra la démontrer que sur la base, par le biais d'une expertise médicale.
Si cette expertise démontre qu'il y a une faute médicale qui a été commise, mais bien évidemment, le médecin sera condamné et répondra sur le plan civil des dommages qu'il aura causés à autrui. Et la Côte d'Ivoire, effectivement, a édicté un code sur le droit à la santé qui exige que d'abord tout citoyen a droit à la santé et qu'il y ait une santé qui soit une santé qui lui soit administrée dans les règles de la science. Une erreur médicale ou accident médical désigne toute forme d'incident survenant dans le domaine de la santé. Les outils statistiques destinés à les évaluer sont encore très peu développés. Pas de chiffres pour la Côte d'Ivoire, mais aux États-Unis et en France, ces erreurs seraient de l'ordre de 100 000 chaque année. Les erreurs médicales sont la 3e cause de décès après le cancer et les maladies cardiovasculaires dans certains pays. C'est triste tout ça. Et comme on le dit chaque fois à Matin Bonheur, ce qu'on décrit lorsque les invités, notamment dans le domaine médical, dans tout autre domaine, viennent, il n'y a pas de chiffres. Vous avez vu l'élément, il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de statistiques. On s'appuie sur quoi pour des études, ou bien si même des gens veulent nous aider et qu'ils demandent quelque chose. Aux noces de Canaan, il y avait au moins de l'eau pour transformer en vin, soit dit en passant. Voilà, retour sur ce plateau avec, j'allais dire docteur, mais c'est Maître Koné Kiobien, avec qui nous allons parler vraiment, ça fend le cœur, hein, ces images que nous venons de voir. Maître, bonjour. Bonjour Marco. Bonjour Alors, Alex. tout de suite, c'est quoi une erreur médicale, juridiquement parlant? Bon, l'erreur médicale, c'est l'erreur, de façon très simple, c'est l'erreur qui est commise lors de la pose d'un acte médical, un acte de médecin. Mais aujourd'hui, de plus en plus, on étend la notion d'erreur médicale à tous les actes qui sont faits dans les hôpitaux, notamment les actes infirmiers, les actes de laboratoire, ainsi de suite. Tout ce qui concourt à provoquer un dommage au corps ou à l'esprit, parce qu'on soigne aussi l'esprit, hein, qui est le fait de médecin ou de praticien qui accompagne le médecin dans son art. C'est ça l'erreur médicale. En fait, la première fois qu'on a déterminé la responsabilité du praticien de la santé, c'était le 20 mars 1936, par un arrêt célèbre qu'on a appelé l'arrêt Mercier. C'est cet arrêt-là qui a déterminé les relations qu'il y a entre un médecin et son patient. Chez nous? Ce n'est pas chez nous, c'était en France. C'est en France, ok. Donc, pour qu'on puisse découvrir qu'il y a une erreur et qu'on puisse demander une erreur réparable, il faut établir un rapport initial. Ce rapport initial n'était jamais établi jusqu'à ce qu'on arrive en 1936. Du moins, il n'avait pas la nature contractuelle. C'est à partir de cet arrêt-là que la jurisprudence a décidé qu'entre un médecin et un patient, il y a un contrat qui oblige le médecin à prodiguer des soins appropriés à son patient. Et à partir de là, on dit que le médecin a une obligation de moyens et non une obligation de résultat. Il doit vous soigner, il doit mettre tout en œuvre pour vous soigner, mais il n'a pas obligation de vous guérir. Seulement, on peut le poursuivre dès lors qu'on découvrira qu'il a commis une erreur, qu'il a posé un acte qui est contraire à sa déontologie, qui est contraire à la conception de l'individu moyen. C'est de là qu'est née l'erreur médicale. Du moins, c'est la responsabilité du médecin qui peut être poursuivie pour erreur médicale. D'accord. Merci, Maître. Concernant donc les erreurs médicales, on décèle combien de types d'erreurs médicales? En termes d'erreurs médicales, on en a... Bon, quand on dit erreur médicale, en droit, il ne faut pas voir cela en erreur médicale. Il faut parler de faute médicale. Voilà, la faute, c'est-à-dire tout fait fautif qui pose à autrui un dommage. Et la responsabilité, on l'établit sur la base de l'article 1382 du Code civil qui dit que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel le dommage est arrivé à le réparer. Et donc, les types de fautes médicales qu'on peut avoir, on en a classifié 3 types. Il y a la faute technique, il y a la faute contre l'humanisme et il y a la faute d'information. La faute technique, c'est quoi? Il y en a plusieurs. On ne va pas donner une liste exhaustive. Mais entendez par exemple, comme exemple de faute technique, on a les négligences, les imprudences. Par exemple, une compresse qui est oubliée dans le ventre d'un patient par un chirurgien. Ou bien le défaut d'information d'un patient sur les contre-indications d'un médicament ou lorsque une opération risque d'avoir des effets pour le patient qu'on ne le lui dit pas.
on vous dit, on va vous opérer. Mais on ne prend pas la peine de vous dire que si on vous opère, voici les effets que vous pourrez avoir dans le futur. C'est après que quand les effets commencent, on dit, mais attendez, il a été opéré en telle année, mais est-ce qu'on lui avait dit? Certainement que si on le lui avait dit, il aurait pris d'autres dispositions. Ou bien, il y a des erreurs de diagnostic. Ça, c'est très fréquent. Il prend le cas d'une fracture évidente qu'on voit à la radio, à la radiographie, et le médecin est incapable de vous dire ça, c'est une fracture. Ou bien, il prend une, comme je l'ai dit, bon, j'emploie des termes que j'ai entendus à l'hôpital, hein, il dit, il prend une concentration d'air dans le gros intestin pour une tumeur. Ça, et on opère, on arrive d'abord à ce délai. Et donc, vous voyez que cette erreur-là peut arriver. Ou bien les erreurs même, on dit certains palus alors que c'est autre chose. Ou bien on fait une erreur, on soigne une maladie pendant un moment, ce n'est pas la vraie maladie qu'on soigne. Pendant ce temps, la vraie évolue. Et il y a les erreurs sur les traitements. En son temps, il y a eu un arrêt très célèbre qui a défrayé la chronique où un médecin a prescrit un médicament, dose qui était destiné à un enfant. Mais n'ayant pas précisé, on lui a servi une dose adulte. Et c'était un médicament contre les problèmes psychiatriques. Mais l'enfant a pris le médicament et l'enfant en est décédé. Il a fait aller au tribunal jusqu'à la cour d'appel et la structure et le médecin, le pharmacien étaient tous condamnés. Et il y a les erreurs techniques. Par exemple, la mauvaise manipulation des appareils. Vous arrivez, on vous dit, je prends le cas des fractures d'abord qui sont plâtrées et après on veut les opérer. Souvent, en coupant le plâtre, il y a des moments où on coupe, on blesse le patient. Ou bien au laboratoire, ou bien une seringue. Pour faire une piqûre, on pique sur le nerf. Et il y a eu des handicaps comme ça, des paralysies. Donc tout ça, c'est le type d'erreur qu'on peut avoir dans les hôpitaux. Et il y a aussi la faute contre l'humanisme. Vous arrivez dans un hôpital, lorsqu'on vous reçoit, vous avez envie, vous n'avez même plus envie de revenir. Ah, ça, c'est légion. Ça, c'est une erreur de déontologie. Ah bon, on peut poursuivre pour ça aussi? Bien sûr. Eh bien, dis donc. Oui. Les tribunaux seraient... Mais quand on vous dit erreur contre l'humanisme, un patient, il est déjà malade. Quand il arrive à l'hôpital, il a besoin d'un réconfort, il a besoin d'un soutien. Et lorsqu'il arrive qu'il ne peut pas avoir vous avez votre argent dans les CHU, par exemple, ou dans d'autres hôpitaux, vous êtes obligé de faire pitié. Ou bien un accidenté qui est en train de mourir, on dit non, il faut qu'il paye d'abord. Oui. Quelqu'un qui est dans le coma, il paye comment avant d'être soigné? Ou il faut une caution. Ou bien une caution, voilà, il faut une caution. Quelqu'un qui arrive, qui fait un coma diabétique, qui a une carte professionnelle qui montre qu'il n'est pas insolvable. On a même réveillé des personnalités ici pour que ces personnalités-là puissent signer, pour qu'on puisse avoir une caution pour mettre une personne qui était vraiment brancardisée à l'hôpital, en Côte d'Ivoire ici. Et là, on trouve que le système qui est mis en place est un système non humaniste. Franchement. Et ça, il faut le dire parce que c'est une faute contre l'humanisme. Et c'est bien dit. Ceux qui voudraient nous mettre au défi de le prouver, les arrêts de la jurisprudence française sont là. Et aujourd'hui, en matière juridique, c'est notre référence. Et maintenant, il y a les fautes d'information. Le patient arrive, il demande, très souvent dans les hôpitaux, vous avez un malade, vous demandez, mais docteur, qu'est-ce qu'on lui produit, quels sont les soins? Vous êtes du corps? Oui. On fait des soins, on ne met rien. Vous allez voir ne sait même pas qu'est-ce qu'on lui, qu'est-ce qu'on lui administre. Oui. Quel médicament on lui administre. Comment on va le soigner. Qu'est-ce qui va être fait? On dit, laissez-nous faire notre travail. Et ça, c'est un manque d'information. Si demain, le patient ressort, qu'il se rend compte qu'il ne se sent pas bien, ou bien qu'il ressort avec une autre maladie, ou bien qu'il se rend compte que les soins qui ont été faits, il peut poursuivre le médecin. Il faut informer. Alors, ça tombe bien par rapport à la poursuite du médecin, docteur, enfin maître. Alors, oui. Donc, oui, c'est le docteur de la loi aussi, entre guillemets. Dans quelles conditions on peut engager la responsabilité d'un médecin juridiquement? Quelles conditions? Les conditions, c'est, comme je vous l'ai dit dès le départ, le médecin a une obligation de moyens. C'est-à-dire, il doit tout mettre en œuvre pour pouvoir soigner le patient qui est devant lui. L'infirmier qui accompagne le médecin dans les soins doit tout mettre en œuvre. Le laborantin qui fait les examens doit tout mettre en œuvre. C'est-à-dire, il faut qu'on prouve, tant qu'on prouve que tout ce qui a été fait est conforme à sa déontologie, est conforme à la pratique de l'art, on ne peut pas le poursuivre. Mais il faut découvrir, il faut rechercher dans ce qu'il a posé comme acte une faute. La faute suppose une violation de sa déontologie, une violation de l'acte, de principe élémentaire du droit. C'est-à-dire une violation
de ce qui devait être fait. Comme je l'ai cité, ces différentes erreurs-là, dès lors qu'on découvre que c'est une faute, c'est une violation de sa déontologie, de ce qui devait être, en ce moment-là, on peut le poursuivre. Et ça n'échappe pas aux différentes aux règles normales du droit de la responsabilité. Il faut une faute, comme je l'ai dit. Il faut un préjudice. Il faut que le patient... Ce n'est pas parce que vous êtes en train de passer devant le CHU que vous entendez un médecin chasser un patient du CHU que vous allez dire « Ah bon, il a subi un préjudice. » Non, je viens... Non, ce n'est pas ça. Il faut un préjudice. Le préjudice peut être moral ou matériel. D'abord, le préjudice peut être matériel. Le préjudice matériel, c'est l'effet qu'on ressent sur le corps ou bien dans son psychisme. Mais le préjudice matériel, moral, ça peut être le sentiment peut-être d'humiliation d'une femme qui sort de chez un gynécologue. Ça peut être le sentiment d'humiliation d'un homme qui sort de chez un urologue. Ça peut être le sentiment d'humiliation d'une personne qui sort de chez un dermatologue. Parce que imaginez-vous, on peut même faire des... Oui, concrètement, le dermatologue regarde, mais attends, ça, ces tâches-là, vraiment, hein, c'est pas maintenant que ça va finir. Hein. Mais de toute façon, bon, écoutez, on va vous donner un produit, ça ne finit pas que si votre peau devient comme Corosol, mais révélé. Bon, des choses comme ça. Des mots indélicats. Des mots indélicats. Ou bien des pratiques d'actes. On a vu en France où un gynéco a été poursuivi pour avoir posé des actes plutôt érotiques sur ses patientes. Ce n'étaient pas des actes, des actes qui étaient commandés par l'art médical. Et on voit aussi, par exemple, la manière dont quelqu'un est examiné dans une salle de soins. La personne peut ressortir peut-être avec des frustrations. Ça, c'est le préjudice moral. Justement, à ce niveau-là, des fois, on remarque hein, dans certains hôpitaux où le patient n'est pas prévenu. On arrive avec une horte d'étudiants, on explique un peu... Absolument, absolument. Si le patient estime qu'il y a une atteinte à son intimité, en ce moment-là, il dit non, je ne peux pas, je ne souhaite pas être examiné dans ces conditions-là. Et le médecin a le devoir de trouver un cadre décent pour qu'il soit examiné, poser l'acte médical tout en respectant l'intimité, tout en respectant la susceptibilité, tout en respectant la moralité du patient. Et maître, excusez-moi, avant de poursuivre, ce qui est très, très, très délicat aussi, au-delà des erreurs médicales, je pense qu'ils ne sont pas trop légion. C'est vraiment des faits un peu rares quand même. Ce qui choque de plus en plus, c'est l'accueil, l'humanisme dont vous avez parlé là. Les gens arrivent dans les hôpitaux, la manière dont ils sont accueillis. Déjà, ils sont dans des conditions vraiment de maladie. Et ils sont accueillis de façon froide, il n'y a pas de chaleur. Voilà, c'est un manquement à l'humanisme. Voilà, c'est un manquement à l'humanisme. Et ça, c'est ça qui est légion. Notamment dans nos centres, par exemple, de santé, avec des... Enfin, les sages-femmes, il faut dire la vérité, ou d'autres personnes. D'autres femmes, d'autres personnes, voilà. Voilà. Donc c'est ça, les femmes en pâtissent. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça fait qu'on a déjà... Ça rebute aussi à partie même. Déjà qu'il y a le syndrome, le fameux syndrome de la blouse blanche, qui fait que quand vous voyez une blouse blanche, vous êtes un peu apeuré, votre tension peut monter. Avec tout ça, c'est compliqué. Oui, et puis parfois, le manque d'information. Par exemple, un patient qui arrive, on lui met du glucosé immédiatement. Ça, c'est une légion. C'est-à-dire qu'on lui mettait une perfusion pour le remonter, mais... Il y a des personnes qui sont décédées parce qu'elles sont diabétiques. Diabétiques, oui. Mais on ne prend pas la peine de demander. Est-ce qu'il a des antécédents? Si il a des antécédents, ça bon. Parfois aussi, quand on demande, les patients ne savent même pas. Donc, quand c'est comme ça, le patient ne peut pas savoir, il n'est pas lui-même. Non, pas forcément les patients. Souvent, les accompagnants. Ou bien aujourd'hui, vous voyez aussi certains cas, ça c'est peut-être à la décharge de ces praticiens. Il va dans un hôpital A. Il a un dossier dans cet hôpital. Il va d'un hôpital B. Il va d'un hôpital B sans le dossier de l'hôpital A. Quand il arrive, mais il faut informatiser tout le système. On fait un nouveau dossier. Après, il va d'un hôpital C. Sans qu'on ne sache quels sont ses antécédents. Non, mais normalement, ce n'est pas la faute. Quand vous dites que c'est à la décharge des médecins, je ne suis pas d'accord. Normalement, c'est notre pays qui doit avoir un système où, à partir du moment où vous êtes allé, comme dans d'autres pays qu'on connaît un peu, à partir du moment où vous êtes allé de la première fois dans un hôpital, toutes vos pathologies sont répertoriées de telle sorte que même si vous allez quelque part à Tiemeléco dans un dispensaire en Chine et qu'on tape votre nom, vous entrez dans le système et vous avez toutes vos pathologies. En attendant que cela arrive, quand quelqu'un est soigné dans un hôpital, qu'on prenne la peine de lui remettre une copie de son dossier. Pour que où qu'il aille, il ait cette copie-là sur lui. Ce genre de solution, vous comprenez, en attendant que cela arrive, au moins prenez la peine. Il y a des hôpitaux où je suis soigné quelque part, où en sortant, il dit, mais où est mon dossier? Non, ça y est, chez le médecin, c'est le médecin qui garde.
le dossier reste à la clinique. Ça devient sacré. Je dis, mais attendez, mais si moi j'ai besoin d'aller un jour ailleurs, il faut que j'ai mon dossier. Oui. Oh, non, non, on va vous appeler, vous allez venir chercher. Jusqu'aujourd'hui, le dossier n'est pas sorti. Donc, pour vous dire que tant que le client n'accompagne pas, le dossier médical, c'est comme sa pièce d'identité. Il n'aime pas donner les dossiers. Parce qu'ils se disent que s'il va, il va plus revenir. C'est un acte marketing, voilà. Justement. Or, il faut le lui remettre pour que demain, il soit quand même informé quand il a un parent qui arrive, bon, voici, j'ai été soigné, prenez ce document, regardez, voilà ce qu'on m'a administré, tel médicament. Mais si vous avez les moyens, par exemple, d'aller dans un autre pays, voilà. Au moins les médecins là-bas auront une base sur laquelle on ne va pas refaire. Même si c'est des feuilles volantes, remettez le dossier. On constitue un dossier, on garde. Ils n'ont pas confiance, sur ce qui est la manière dont ça a été fait là-bas. Bon, il y a des choses cachées, je ne sais pas. Là est la question. Mais il faut aussi que la législation, c'est vrai qu'on parle d'erreur médicale aujourd'hui, mais il faut que le système aussi soit centralisé afin que M. Yao, M. Doumbia rentre à l'hôpital. Toutes ces pathologies, bien tout, s'il est asthmatique, ceci, cela, tout ça soit notifié, quoi. On va pas aller on va pas faire du nomadisme au niveau des hôpitaux quand même. Bien sûr, bien sûr. Donc maintenant, le second élément dans quelle condition on peut poursuivre aussi le médecin. Mais en dehors du médecin même, il y a l'hôpital. Imaginez vous arrivez dans un hôpital, vous entrez avec le palu, vous ressortez avec une grippe. Une tuberculose. Une tuberculose. Ouais. Ça aussi, on peut poursuivre l'hôpital pour n'avoir pas pris toutes les dispositions pour que vous ressortiez guéri. Mais lorsque votre situation s'empire, en ce moment-là, sur le plan, vous pouvez poursuivre et l'administration, c'est-à-dire l'État, et le cadre qui a causé ce type-là. Mais dans l'élément filmé qu'on a vu, on se rend compte que le patient, les soins ont été prodigués certainement de façon approximative. Je n'ai pas tous les détails. Mais toujours est-il que sa situation est en train d'empirer. Et apparemment, le médecin qui le traite n'a même pas donné toutes les informations à la famille. Parce qu'aujourd'hui, quand la famille dit on ne sait plus à quel sens c'est voué, ça veut dire que le médecin n'a pas pris le temps de leur donner tous les détails. Or, il le fallait. Lorsque ce médecin ne fait pas, on peut, dans ces conditions-là, voir s'il y a une faute. Et à quelle instance, maître, s'adresser? Il y a les instances disciplinaires, il y a les instances juridictionnelles. Et dans les instances juridictionnelles, on a la voie civile et la voie pénale. La voie pénale c'est arrivé de temps en temps dans ce pays. Personnellement, j'ai eu à assister à un procès où un médecin qui opère un patient, quelques temps après, je crois que la situation du patient est telle qu'il crie dans l'hôpital, tout le monde l'entend. On demande au médecin de venir voir ce qu'il va. Il dit non, ça va aller, c'est comme ça. Jusqu'au lendemain, le patient décède. Mais le médecin a été poursuivi au pénal. Et là, il a été condamné. Et il y a des cas où, dans les salles d'accouchement, très souvent, on voit des sages-femmes qu'on traduit devant les tribunaux parce qu'on dit que le patient est arrivé à telle heure, elle n'a pas pris le temps de la soigner, ou bien elles se sont assises, elles ont regardé les novelas, et c'est après qu'elles s'en sont occupées. Bon, toujours est-il qu'il y a des cas où, par négligence, des personnes meurent. Mais à la décharge aussi, il faut dire à la population, on n'attend pas que le malade soit à l'article de la mort avant de l'envoyer à l'hôpital. Parce qu'il y a eu des moments où des personnes qui sont malades, on les laisse à la maison, on attend, on prend des médicaments de rue, on prend les médicaments que le voisin prescrit qui n'est pas médecin, et c'est à la dernière minute, quand on se rend compte que ça ne va plus, on prend le malade, on arrive à l'hôpital, et le médecin qui a peur de poser un acte précipité, le temps de faire des examens préalables, la personne meurt, on dit le médecin a tué le patient, ou bien il n'a rien fait. Ou bien il arrive dans l'hôpital, il n'y a même pas un seul petit lit où mettre le patient. Moi, j'ai vu dans nos hôpitaux des personnes dormir à même le sol, parce qu'il n'y avait pas de place. On a accompagné des malades qu'on a dû soigner sur des brancards, je pense que des conditions très indignes. Ce qu'il faut de plus en plus dans nos hôpitaux, franchement, au-delà des moyens qu'on demandera toujours, c'est la psychologie et puis de l'humanisme. Lorsqu'une personne vient à l'hôpital, ce n'est plus une personne normale. Il faut entourer cela. Je connais des médecins, et Dieu merci, ce sont les plus nombreux qui vraiment font le travail avec beaucoup d'humanité, avec du tact, parce que ce n'est pas évident. C'est un métier qui demande... Don de soi. Voilà, si là-bas, vous n'êtes pas humaniste, vous n'avez pas pitié, c'est qu'il faut changer de métier. Heureusement que ce sont les plus nombreux. J'allais en venir. Et aujourd'hui, dans quelles conditions aussi nos médecins travaillent, comme vous le dites. Vous arrivez, le médecin, il n'a que ses yeux pour regarder le malade. Il n'a que son appareil qu'il met au cou pour voir votre malade. Très souvent, il n'y a pas le matériel adéquat. Aujourd'hui encore, on parle d'Abidjan, mais sortez un peu d'Abidjan. Allez dans les hôpitaux de l'intérieur. Allez dans les hôpitaux des petites villes.
Mais quand on vous donne la salle, l'aspect de la salle d'accouchement, mais vous demandez à la sage-femme, mais comment vous faites pour faire autant de miracles? Et il y a cet aspect-là. Ajoutons qu'il y a des villages en Côte d'Ivoire ici oui. où les femmes enceintes vont accoucher à vélo. Je le dis avec des preuves, des photos à l'appui. On va vous les diffuser. C'est vrai, les erreurs médicales, il y en a. La négligence des médecins, il y a des médecins négligents. Il y a des médecins, il y a des brebis galeuses dans tous les corps. Mais ce qu'on constate dans l'ensemble, comme vous l'avez dit, dans l'ensemble, il y en a beaucoup qui travaillent mais n'ont pas les moyens. Regardez parfois dans nos urgences. On a explosé le temps. Lorsque vous arrivez, terminez, oui. C'est le manque de moyens qui fait qu'on ne peut pas forcément attendre le résultat, obtenir le résultat qu'on attend toujours. Donc c'est l'État, ici la responsabilité de l'État est pleine et entière. Merci beaucoup, maître, je dirais docteur pour aujourd'hui, Ondiemé Konekiyobien. Merci beaucoup pour cet éclairage. La erreur médicale, vous pouvez continuer, poursuivre le débat chez vous. L'idée, ce n'est pas de faire le procès de la médecine, des médecins ou bien de tous les agents de santé, mais franchement, voilà, ça fait partie des droits fondamentaux, avoir accès à des soins. Et puis, quand il n'y a pas de plateau technique adéquat, au moins une parole, un feeling, ça peut réconforter, ça peut faire du bien à un malade. Allez. Heureusement que ceux qui font ça en Côte d'Ivoire, les médecins sont les plus nombreux. Pourvu que ça dure. Bonne journée.